Merci à vous toutes et tous d'être là. Juste pour commencer, il y a des data scientists dans la salle ou pas? Des machine learning engineers? Ok, moi j'essaie de pas trop dire de bêtises pendant mon talk. Donc le pari, c'est d'arriver à voir ensemble un peu ce que c'est que l'IA pour l'élève en 25 minutes. Ce talk-là, je l'ai donné en un quart d'heure et en 20 minutes, donc je me dis qu'en 25 minutes, j'ai vachement le temps, mais du coup, je vais être à la bourre, je pense, à la fin. Un petit disclaimer, moi, je ne suis pas data scientist, je ne suis pas machine engineer, je suis un développeur, en fait, qui utilise quasi quotidiennement de l'IA et qui, à un moment donné, a voulu comprendre un peu ce que c'était, en dehors d'écrire des prompts pour ChatGPT. Pour ceux qui sont de la même génération que moi, l'IA, ça a souvent été une super intelligence artificielle qui, à la fin, tue tous les êtres humains, ou qui fabrique des robots qui, à la fin, tuent tous les êtres humains. Pas génial, au final. Et dans notre vie, ce talk-là, je l'ai construit avant deux choses, avant ça. Ce qui fait que quand je pouvais demander est-ce que vous utilisez de l'IA régulièrement, souvent les gens s'en rendaient pas compte ou tout ça. Mais là, si je dis qui n'a jamais utilisé soit DALL-E, soit Midjourney, soit ChatGPT, et c'est pas grave si vous l'avez jamais fait. Ouais, du coup, on est vraiment maintenant peu nombreux à avoir joué au moins une fois avec. Mais au final, l'IA, ça fait quand même un paquet d'années que vous l'utilisez dans pas mal d'outils, de logiciels que vous utilisez pour regarder des vidéos, écouter de la musique, aller sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est déjà blindé d'IA depuis pas mal d'années. Et depuis encore avant, en fait, ça date pas d'hier, ça date même pas de notre siècle. Ça fait un moment, en fait, qu'on a de l'IA, soit dans la partie mécanique de notre industrie, tout ce qui est robotique, est souvent accompagné d'IA, et aussi dans notre métier de tous les jours, côté informatique, l'IA ne date pas de ChatGPT il y a 2-3 ans. Avant de vous expliquer ce que c'est, je voudrais vous expliquer ce que ce n'est pas, en tout cas pour l'instant. C'est pas capable de créer quelque chose à partir de rien. On va le voir, je vais vous parler data beaucoup durant ce talk. Et en fait, l'IA ne sait pas créer à partir de rien. Comme ça ne sait pas raisonner, ça ne sait pas avoir de sentiments, ça ne sait pas juger, au final, ça ne sait pas avoir des émotions. Ça peut vous aider à les classifier, ça peut vous aider à les reconnaître, mais une IA ne sait pas avoir de l'émotion. Et ce n'est pas de l'intelligence. On verra plus tard ce que c'est, mais en fait, dans le monde de l'IA, on a emprunté des mots comme intelligence, comme réseau de neurones, parce que en fait, ça nous permet d'expliquer simplement, mais du coup, ça fait aussi créer quelques mythes qui, au final, n'ont pas lieu d'exister. Et notamment, ce n'est pas un cerveau, ce n'est pas un esprit artificiel. Je vous laisserai aller voir les définitions dans tout ce qui est psycho de ce que c'est qu'un esprit. L'IA n'est clairement pas un esprit. On a différentes catégories dans l'IA. On a différentes catégories, mais à l'heure actuelle, quand on parle d'IA, on parle principalement de machine learning. C'est assez rare qu'on parle d'autres formes d'IA. Et dans les catégories, on a l'ANI pour l'Artificial Neural Intelligence, qu'on appelle l'IA faible. On a sa petite copine, l'IA forte, l'AGI, l'Artificial General Intelligence. Et on a l'ASI, l'Artificial Super Intelligence. Je vais remonter par le bas, du coup. L'ASI, c'est la science-fiction à l'heure actuelle. C'est quand l'IA est arrivée à supplanter, en fait, ce qu'on peut faire en tant qu'être humain, que ce soit d'un point de vue déduction, d'un point de vue calcul, d'un point de vue mécanique. Donc là, on n'y est pas encore. L'AGI, c'est quand l'IA, sur certaines choses, arrive à faire quasiment, voire aussi bien qu'un être humain. Donc là, on est entre de la mi-science-fiction et de la mi-réalité. Il y a des papiers qui existent. On arrive dans certains domaines à arriver à là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est simplement sur de l'ANI, donc simplement une aide, en fait, à la décision la plupart du temps. Une aide pour faire notre métier de tous les jours. Et notamment, je vous l'ai dit, quand on parle d'IA, on parle surtout de machine learning pour apprendre. Mais au final, l'IA, c'est une grande famille qui a comme objectif d'essayer de simuler nos capacités d'intelligence humaine. Mais c'est vraiment de simuler. Le mot est important. Dedans, on a le machine learning. Le machine learning, je ne vous ai pas demandé si vous étiez développeuse ou développeur, mais en fait, c'est une façon différente d'arriver à ces fins par un outil informatique. Un algorithmique, vous avez un arbre de décision qui est fini la plupart du temps. Et si vous arrivez sur une étape qui n'est pas prévue, votre algo ne sait pas répondre. L'IA, c'est de dire, on va te donner plein d'exemples, plein de patterns, et avec ça, tu vas être capable en fait, d'essayer de déduire une solution quand tu vas avoir un pattern qui arrive et qui s'y rapproche. On le verra un peu plus tard.
Et puis le deep learning, en fait, c'est du machine learning sous stéroïdes où ça va utiliser de manière très massive les réseaux de neurones, beaucoup plus de puissance. Mais dans le machine learning, on peut déjà utiliser des réseaux de neurones. Dans le détail, le machine learning, on a 3 grandes familles. On a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que nous, on fait tous les jours en tant qu'être humain. On nous dit une photo de voiture bleue, en fait, ça, c'est une voiture bleue. Donc, quand tu vas revoir une photo de voiture bleue, tu vas dire que c'est une voiture bleue. Là où je dis que c'est relativement pas intelligent, c'est que si je lui montre une photo de voiture rouge et que je lui ai pas appris ce que c'était, même si peut-être dans un autre contexte, ça peut connaître les couleurs, en fait, l'IA va pas forcément vous sortir que c'est une voiture rouge. Mais au final, voilà, si on lui apprend qu'une voiture rouge qui est sur une photo, c'est bien une voiture rouge, elle le reconnaîtra plus tard. Donc c'est vraiment la base de l'apprentissage. L'apprentissage non supervisé, c'est plus pour faire du regroupement. On connaît maintenant tous et toutes ce que c'est qu'un cluster depuis le Covid. En fait, c'est vraiment ça. C'est de dire, mon IA, elle analyse des données et elle les regroupe par similitude. Ce qui fait que quand une donnée va arriver, elle sera capable de la regrouper dans le bon groupe. Sans savoir ce que c'est, mais au moins elle pourra vous aider. Souvent, c'est un travail en amont qui est fait de la partie supervisée. Et puis, il y a l'apprentissage par renforcement. Souvent, on prend l'image des animaux de compagnie où on donne une croquette à un chat ou un chien quand il a bien fait une action. Souvent, dans les jeux vidéo, c'est pareil. L'IA, on va lui dire, si tu fais telle action, tu as des points. Telle action, tu as moins de points ou voire des points négatifs. Et donc, l'IA va essayer de refaire tout ce qui lui amène le plus de points. Donc, c'est ce qu'on appelle par renforcement. Quelques exemples de machine learning qui peuvent vous parler. Le NLP, Natural Language Processing, c'est une des formes d'IA les plus anciennes qu'on croise. Nous, dans notre milieu, tout ce qui est traduction, les chatbots, les classifications de texte, donc tout ça, c'est presque legacy, mais en tout cas, ça s'améliore. La computer vision, là encore, on va faire de la classification, de la détection, on peut même aller jusqu'à de la segmentation. Vous savez, c'est du détourage intelligent dans les photos. Donc ça, c'est pareil, on en croise pas mal. L'audio, pareil, classification, les langages naturels, tout ce qui est aussi suggestion de musique dans toutes les applis de musique. Et puis, plan B, normalement. Et puis, voilà, l'IA générative, je suis obligé d'en parler, ChatGPT, Midjourney, Dali, bref. L'idée, c'était qu'on voit ensemble un vernis, peut-être que vous connaissiez, peut-être que vous avez découvert des terminologies. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu plus en détail. Alors, j'emprunte une expression à une collègue qui est Machine Learning Engineer. On va juste soulever le capot, on ne va pas ouvrir le moteur. Parce que sinon, c'est un mensonge, en 25 minutes, on ne peut pas voir vraiment ce qu'il y a dans les profondeurs de l'IA. En fait, l'IA, ce ne sont que des maths, et plus particulièrement des stats. S'il y en a qui me connaissent, je ne suis pas forcément copain avec les maths, mais au final, voilà, ce sont des stats. Et si vous savez ce que c'est qu'avec les stats, il faut des données, il faut des échantillons. Et en fait, je vous l'ai déjà dit, l'IA ne sait pas faire des choses à partir de rien. Il lui faut de la donnée. Ce qui va être l'or de l'IA, c'est la donnée. On ne le dit pas assez souvent, mais il y a une grosse partie du travail en amont des modèles qui va être de dire où est ma donnée et comment est ma donnée. Parce que la plupart du temps, en fait, quand vous allez devoir traiter des données, elles vont arriver brutes. Je prends l'exemple d'images, par exemple. La plupart du temps, vos images elles ont une qualité qui est totalement différente. Elles peuvent avoir du bruit, elles peuvent avoir des tailles différentes. C'est hyper important de nettoyer tout ça. Et tout ça, en fait, on le connaît depuis des années dans le monde de la data. Il y a des personnes parmi vous, je sais, qu'on fait des ETL, qu'on travaille avec des ETL. Tout ça, ça existe toujours. Mais on n'en parle pas parce que c'est moins sexy. Mais en fait, c'est hyper important de travailler la donnée. Et en fait, et là je m'excuse pour ceux qui sont vraiment data scientists et machine learning engineer pour le raccourci, mais en fait on va les transformer en dataset. Et moi pour expliquer ce que c'est qu'un dataset, je dis en gros c'est la base de données de mon modèle. C'est un gros raccourci, mais c'est pour vous expliquer à quoi ça sert. Et les labelliser. Quand je vous prenais mon exemple de voiture rouge, en fait, je vais dire cette donnée-là, elle correspond à telle chose. Et cette chose-là, c'est mon label, dans mon cas, voiture rouge. Donc ça, c'est hyper important. Et un dataset, typiquement, il a 3 typologies de données. En général, on le sépare en 3. Une grosse partie, c'est les données d'apprentissage avec leur label. De validation, c'est-à-dire en général, notre algorithme d'apprentissage va auto-valider que le modèle qu'il est en train de construire est performant parce qu'il va pouvoir vérifier qu'une donnée correspond à ce qu'il doit trouver. Et de test. Les données de test, c'est des données que votre modèle n'a jamais vues, que vous allez jouer, et en tant qu'humain, en tant que créateur du modèle, vous allez pouvoir vérifier que votre modèle fait ce qu'il faut. Et puis enfin, on va parler données, on va parler souvent données matricielles, souvent vecteurs, on va faire beaucoup de calculs autour de ça, donc c'est souvent cette représentation de données qui sont faites. Un exemple de dataset, une fois qu'on l'a modélisé, par exemple, si je veux estimer le prix d'un appartement en fonction de facteurs, je pourrais modéliser ces choses-là comme ça, avec différentes valeurs, différentes colonnes dont j'ai besoin.
Une fois qu'on a les modèles, les données, il va falloir qu'on s'attaque aux modèles et donc aux maths. Et au final, les modèles, ça va être votre cerveau de votre IA. Vraiment ça qui va va amener votre intelligence. On va retrouver des formules de maths. C'est là où moi, je vais commencer un peu à me mettre en retrait en tant que développeur. Et puis, ces formules vont être différentes en fonction de ce que vous allez vouloir faire. La reconnaissance d'image, ce n'est pas les mêmes choses que pour le son, par exemple. Ce que je vous propose, en fait, pour comprendre un peu comment c'est fait, les modèles, c'est de zoomer sur l'apprentissage supervisé. Vous vous souvenez, il y avait le supervisé et puis les deux autres types d'apprentissage, le non supervisé et le dernier. L'idée, c'est que parce que pour moi, c'est le plus simple en fait, à comprendre, parce qu'il se rapproche plus de notre façon de faire. Et en fait, l'idée, c'est de reprendre mon exemple. Et vous voyez, c'est que j'ai une cible, Y, et en fait, je veux arriver à la déterminer en fonction de facteurs X. Ces facteurs X, en fait, je vais pouvoir les transformer en Y grâce à une fonction. Et c'est ça, en fait, mon modèle, c'est de trouver la fonction qui va me permettre le plus possible d'arriver à Y en fonction de X. Et souvent, là où j'ai retrouvé des vecteurs, parce que souvent X, je n'ai pas qu'une seule valeur. Par exemple, pour mon appartement, je ne peux pas juste me dire sur la superficie, j'ai besoin de plusieurs valeurs. Et la qualité de l'apprentissage, vous vous en doutez certainement, va dépendre aussi de la qualité de mon dataset. Si mon dataset, j'ai 3 données, ça ne va pas suffire. Et puis si ces données sont mal faites, mon IA ne va pas être intelligente du tout. Donc c'est hyper important. Par exemple, si je prends mon exemple de prix d'appartement, c'est un problème de type régression. En fait, je veux prédire la valeur d'une variable continue. Je peux prendre une infinité de valeurs, hein, je n'ai pas des prix finis. Donc en fait, l'idée, c'est que j'ai représenté ça avec une courbe, une droite, et puis l'idée, c'est que mes valeurs idéales vont être représentées par mes droites, et je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible avec mon modèle. Et justement, la qualité de mon modèle, on va appeler ça le coût du modèle. En fait, c'est ce qui va me permettre de savoir si ma prédiction, elle se rapproche de ce que je dois trouver normalement. Ici, les petits x, c'est les valeurs de ce que sort mon modèle. Plus ils sont proches de ma droite, plus la distance est petite, plus mon modèle est de qualité. Et l'inverse, bien sûr, plus on en est loin, plus le modèle est de mauvaise qualité. Je vais quand même vous parler de deep learning et de réseau de neurones, parce que sinon, ce ne serait pas juste sur un talk qui explique l'IA. Je vous l'ai dit, c'est l'étape d'après. À l'heure actuelle, on entend beaucoup parler, parce qu'en fait, c'est ce qui apporte le plus de puissance et de connaissance à votre modèle. L'analogie avec les neurones humains est plutôt fausse si on prend vraiment comment fonctionne un neurone humain. On l'a surtout utilisé pour la similitude d'interconnexion et d'activation en fait, de nos neurones. Ici, on a les W étoiles, j'espère que ça se voit, ouais, ça se voit à peu près bien. Les W étoiles, en fait, ce qu'on appelle les poids, ça porte bien son nom, c'est ce qui va permettre de privilégier un chemin ou pas dans mon réseau de neurones. C'est pour ça que l'analogie avec le poids, je trouve bien, c'est que plus c'est lourd, plus en fait la donnée va passer sur ce chemin-là. Les baies qui sont sur le neurone, là, c'est ce qu'on appelle les biais. Ça va être pour en fait inculquer un peu d'erreur à notre modèle, parce que sinon, en fait, notre modèle va être trop parfait. Il ne saura reconnaître que de la donnée parfaite, donc c'est pas intéressant. Et puis enfin, le F, c'est là où l'analogie avec les réseaux de neurones humains est important, c'est ça va être l'activation ou pas de notre neurone. Et donc selon cette fonction, on va activer, renvoyer 0 ou 1 par exemple, sur ce chemin-là. Et derrière, les réseaux de neurones, ils vont être en couches, et donc plus on a de couches, plus on a de combinaisons possibles, et donc plus on peut traiter des cas différents. Un petit mot sur le transfer learning, parce qu'en tant que développeuse et développeur, c'est ce que vous allez croiser le plus, je pense. Le transfer learning, en fait, c'est réutiliser un modèle, mais qui a déjà été entraîné. Donc en fait, vous n'allez pas le construire, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous, et en plus, il sait déjà faire des choses. Par exemple, vous allez pouvoir le spécialiser. Si je prends un exemple du modèle YOLO, que vous connaissez peut-être, qui vous permet de faire de la détection d'objets divers et variés dans une image, des bouteilles, des êtres humains, des voitures, etc. Moi, je peux par exemple le spécialiser pour qu'il ne détecte que les bouteilles en plastique. Bon, c'est un peu chelou comme cas, mais j'ai envie de faire ça comme ça. Et donc du coup, je vais bénéficier en fait de ce modèle. Je vais lui donner un dataset labellisé avec à chaque fois qu'il détermine les cadres en fait, les coordonnées des cadres où sont mes objets, en lui disant ça c'était une bouteille en plastique. Je vais lui faire apprendre ça, et du coup à la fin, il ne saura plus me détecter par exemple une voiture ou un être humain. Par contre, il va être super fort sur la détection des bouteilles en plastique. Un autre use case que je suis en train de construire avec un collègue, si on veut donner un workshop, c'est qu'on utilise le modèle YOLO pour détecter pierre-feuille, ciseaux, le jeu, et pouvoir jouer comme ça avec l'IA pour savoir qui a gagné, etc. Et donc du coup, encore une fois, on est parti d'un modèle qui ne connaissait pas le jeu, mais par contre qui savait très bien aller analyser les images. Donc ça, vous le rencontrerez beaucoup dans votre vie de développeuse et de développeur, parce que ça ne demande pas forcément énormément d'expertise en IA, même s'il faut connaître un peu. Bien sûr, il y a encore plus de choses, il y a plus de modèles, il y a encore plus de maths. On peut aller dans du non supervisé ou du renforcement.
Là, rapprochez-vous des gens dont c'est le métier, parce que ça peut pincer très fort les doigts si vous mettez les doigts sans avoir été préparé avant. C'était la partie théorique. Je voudrais aussi qu'on fasse un zoom sur la partie matérielle. Je pense que vous avez dû entendre parler qu'il faut un peu de matériel pour l'IA. Et oui, en fait, vos modèles ont besoin d'apprendre. Et pour apprendre, ils vont avoir besoin de compute. On a beaucoup de données et de calculs spécialisés. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on utilisait beaucoup de matrices et de vecteurs. Et en fait, donc, c'est un type de calcul qui va être vraiment bien spécifique. Et comme on a beaucoup de données, mais qui sont indépendantes, en fait, naturellement, on a envie de les paralléliser, parce que je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir calculé une première donnée pour pouvoir calculer une autre. Et du coup, ces modèles-là, ces données-là sont en constante évolution. Donc ça veut dire que j'ai besoin de encore plus de données, encore plus de performances. Et vous savez qu'à l'heure actuelle aussi, on cherche à consommer de moins en moins. Donc c'est un des enjeux en fait des gens qui fabriquent les GPU, pour ne pas les nommer, c'est d'arriver à avoir des puissances de calcul performantes tout en diminuant la consommation. Et il peut être assez compliqué d'avoir des GPU pour faire de l'IA. Si vous voulez vous acheter un GPU dans votre data center à vous, à l'heure actuelle, chez NVIDIA, c'est à peu près 2 ans d'approvisionnement. Donc l'idée, c'est peut-être de se tourner vers des gens qui en ont en stock, comme les cloud providers, choisissant un au hasard, pardon. Un bleu français, ça m'arrangerait à titre personnel. Mais voilà, pensez-y. Donc un petit zoom, pourquoi GPU versus CPU CPU, c'est ce que vous avez dans vos PC. C'est en fait un truc qui fait super bien plein de choses différentes, mais de manière séquentielle. Donc quand je veux rajouter du parallèle, il faut que je rajoute des CPU. Alors qu'un GPU, il sait faire qu'une seule chose très bien, mais il le fait en parallèle. C'est pour ça que c'est hyper demandé dans le monde de l'IA. Donc c'est pour ça qu'on veut des GPU. On a vu la partie théorique, on a vu la partie matérielle. Ce que je vous propose, c'est de voir un peu le workflow type. Vous, en tant que développeuse et développeur, si vous voulez faire une application, comme ça, on va refaire une passe un peu sur tout ce que je vous ai dit. Je suis développeur Java. Mon premier réflexe a été de chercher des libs en Java. On va pas se mentir, ça existe. C'est pas ce qui est le plus simple. Python, vous devez quasiment y passer. Après, c'est pas le langage le plus compliqué et le pire à prendre en main, donc c'est plutôt cool, mais faut plutôt y aller. En IDE, utilisez l'IDE qui vous plaît. Si vous ne connaissez pas JupyterLab, c'est un IDE un peu hybride qui vous permet à la fois de mélanger du code Python, qui est exécutable, et du Markdown qui va vous permettre de décrire en fait ce que fait votre modèle. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans le monde de l'IA, parce qu'il y a beaucoup de choses théoriques, des choses à expliquer. Et donc, c'est plutôt sympa parce que ça donne une représentation plutôt très textuelle. Et dedans, il y a des petites cellules qui vous permettent de construire et de penser votre modèle. Les frameworks, ça peut dépendre justement du modèle ou des données. Attention aussi aux compatibilités GPU. C'est dommage de payer des GPU chez un cloud provider si vous utilisez un framework qui n'est pas compatible GPU. Et vice-versa, si vous voulez utiliser un framework et qu'il n'est compatible que GPU, faites attention à ça. Ça vous permet de construire vos modèles, construire vos applications, faire de l'apprentissage. Côté IA, vous avez dû entendre parler de PyTorch, certainement, et de TensorFlow, mais il y en a plein pour faire vos modèles. Et ce qui est beaucoup aimé côté IA, c'est Streamlit qui vous permet de faire des applications web en Python avec des sortes de composants. Alors, ce n'est pas des web components au sens pur du terme, en tout cas, c'est des composants qui préconstruits pour manipuler de la donnée. C'est super sympa à utiliser. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment bien. Donc, quand vous faites une appli, je le rappelle, la donnée, vraiment l'élément essentiel en phase amont, il va falloir en stocker une grande quantité. Spoiler alert, attention au coût si vous êtes notamment sur du cloud. Vous allez devoir la pré-traiter. Vous utilisez ce que vous voulez, peut-être DataStage, si vous avez envie de vous faire mal. Mais sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel type. Mais en tout cas, il va falloir traiter votre donnée, la préparer et surtout que votre modèle la comprenne. Je prends l'exemple de YOLO. Si votre image ne fait pas 640 par 640, c'est un peu compliqué. Donc en fait, il faut au moins pré-traiter ça. Faire votre modèle, là on va utiliser les notebooks Jupyter ou autres, mais la plupart du temps c'est les notebooks Jupyter. Là c'est un métier à part, vous pouvez vous amuser à essayer de le faire. On peut faire des modèles de machine learning sans faire du deep learning, mais vraiment des machines de machine learning à 1 ou 2 neurones, vraiment très simple, mais c'est déjà rentrer dans quelque chose d'assez complexe. Et puis l'entraîner, là il va falloir de la puissance pure, parce que vous allez avoir peut-être des pétas de données ou des paramètres, je vous ai montré toutes les couches.
avec tous les paramètres. Il faut voir qu'un chat GPT, première génération du terme, avec quelques millions de paramètres, était rapide à l'entraînement parce que c'était 4 jours d'entraînement sur des GPU. Là, maintenant, on est quand même sur des modèles avec parfois des milliards de paramètres et des jours d'entraînement. Donc, il va vraiment falloir prévoir ça si vous voulez vous lancer là-dedans. Et puis derrière, de déployer une application. Dans le monde de l'IA, quand on utilise un modèle, on appelle ça de l'inférence. En fait, l'idée, c'est de dire, mon modèle, il est prêt, je lui donne une donnée, et il va me donner une estimation de ce que c'est. Enfin, en tout cas, il va faire son travail intelligent autour de la donnée. Les métiers, je vais aller assez vite pour aussi avoir le temps de conclure. Je vous l'ai dit, il y a le côté data scientist. En règle générale, c'est plutôt tout ce qui est manipulation de données. On fait un peu de développement avec les notebooks. Bien sûr, on manipule du machine learning. Beaucoup de maths, des stats. La machine ou le machine learning engineer, en fait, on va être entre les deux. On va être entre la partie data scientist et la partie développement. Donc, du coup, on retrouve des marqueurs côté data scientist et on va faire du dev. On va forcément manipuler tous les frameworks et outillages et parfois, on va devoir connaître tout ce qui est cloud et containerisation pour aller jusqu'à déployer les applications, voire les opérer. Donc ça dépend aussi de chaque société, comme dans tous nos métiers, on a des définitions, mais voilà, moi j'ai croisé des machine learning engineers qui allaient jusque-là. Et puis les devs, comme vous et moi, je vous l'ai dit, Python, c'est quasiment un prérequis. Il va falloir quand même comprendre de quoi on cause. On ne peut pas, si on veut aller un peu plus loin, juste dire, comme je vous l'ai dit, on n'écrit pas juste un prompt. Donc il va falloir comprendre comment le modèle a été construit pour l'optimiser. Bien sûr, faire du dev, connaître les frameworks et les outillages. Le cloud et la containerisation, ce n'est pas un prérequis, mais encore une fois, vous allez vite arriver aux limites de vos machines, donc il va falloir trouver un moyen. Pour finir, c'était important, je voulais partager avec vous quelques précautions. Les biais, c'est hyper important dans l'IA. Les IA sont créées par des êtres humains et on le sait que par définition, on est tous remplis de biais. Et donc du coup, il faut faire attention de ne pas prendre comme vérité ce que vous sort une IA parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière, c'est un être humain en fait, qui l'a créé. Et notamment, on les a entraînés sur une donnée de plus ou moins bonne qualité. Je vais prendre 2 exemples. Mon histoire de pierre, feuille, papier, je l'ai fait avec mes mains à moi qui sont blanches, sans bijoux, sans tatouage. Il y a de grandes chances que si j'ai une main de couleur ou avec tatouage ou avec bijoux, en fait, elle ne soit pas reconnue. Est-ce que pour autant, ce n'est pas une main qui fait quelque chose ? Ben non, si, c'est une main qui fait quelque chose. C'est un exemple très simpliste, mais imaginez sur des cas un peu plus complexes, comme détecter, par exemple, faire de l'analyse de CV. Si je dis qu'un chef de projet, ça doit être un homme blanc, si j'ai un CV qui arrive qui n'est pas un homme blanc, ben, potentiellement, l'IA va dire non, ça ne peut pas être un chef de projet. Vous voyez, il faut faire attention à ces choses-là. La labellisation aussi, du coup, sont faites par les êtres humains, donc je reviens à la même chose, attention à ça. Et donc l'IA n'est pas une source de vérité, je voulais vraiment insister dessus, ça ne reste que des statistiques, c'est un pourcentage de validité. À titre personnel, moi qui suis un peu flippé des hôpitaux et tout ça, il y a une IA qui permet de détecter les tumeurs cancéreuses au cerveau. Bah, ça me stresserait un peu qu'elle m'enverrait un mail de rendez-vous pour faire une opération sans qu'il y ait un chirurgien qui ait regardé avant le résultat. Je préfère que le chirurgien regarde avant et qu'il confirme ou qu'il infirme le résultat à titre personnel. Ce n'est qu'une estimation. Encore une fois, c'est une aide. C'est pour améliorer, nous, notre vie de tous les jours. Et donc, ça ne remplace pas. Vous et moi, ça ne nous remplace pas. En tout cas, pas encore. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et la course à la puissance, on veut toujours plus de données. On aura toujours des modèles plus gros avec plus de couches et donc auront besoin encore plus de puissance de calcul. Des consommations qui augmentent. On l'a vu, c'est compliqué à l'heure actuelle avec l'électricité, avec des situations qui peuvent faire que tout d'un coup, on a une augmentation des coûts qui est beaucoup trop grosse. Peut-être que c'est aussi le moment d'utiliser l'IA de manière intelligente. L'idée, c'est pas de faire un sermon, c'est juste de dire que c'est sympa de générer une image du pape en doudoune blanche. Est-ce que c'est l'utilisation la plus waouh qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Voilà, donc peut-être réfléchir à tout ça avant de se lancer dans l'IA. Et puis, un des objectifs, je vous l'ai déjà dit, mais ça, tous les constructeurs, les cloud providers, les gens de l'IA travaillent vraiment dessus, c'est arriver à avoir plus de perf en consommant moins. On a des modèles maintenant, notamment côté détection à la ChatGPT des LLM, par exemple, qui arrivent à être aussi performants que ChatGPT sur un écosystème prédéfini comme Python, avec un modèle qui est à peu près 10 fois plus petit, qui a nécessité 10 fois moins de paramètres. Voilà des exemples de choses qu'on peut faire. Voilà, moi je suis Stéphane Philippard, donc je suis DevRel chez OVH Cloud. Si ça vous a un peu intéressé ce que je vous ai dit aujourd'hui, on peut faire de l'IA chez OVH. Créez-vous un compte, vous avez un gentil voucher qui vous permet d'accéder à Public Cloud et on a dedans des notebooks qui vous permettent de créer vos modèles, de vous amuser avec les Jupyter Notebooks. C'est bien pour les prendre en main. On a AI Training avec du GPU as a service qui va vous permettre d'entraîner vos modèles et AI Deploy pour faire vos applications, jouer avec tous les frameworks dont je vous ai parlé.
N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à faire vos feedbacks. On a un Discord, on est vraiment preneurs, on a nos équipes tech qui sont dessus. Et c'est vraiment hyper important pour nous pour améliorer encore plus nos produits. Je vous remercie, je dois être à peu près dans les temps. Vous avez les feedbacks qui normalement fonctionnent. J'ai changé le lien avec ce qu'on m'a donné et les slides qui sont ici, si j'ai pas trop fait de bêtises. Merci tout le monde.